Monsieur Amit, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène, avec une expérience du Grand Palais qui va répondre à la question, j'espère, comment intégrer le public et interagir avec lui, avec la réalité virtuelle? Une grande question. Grande question. Bonjour, merci Laval Virtuel, merci France Bleu. Peut-être avant de commencer ou prétendre répondre à cette question, une toute petite remarque. Dire que toute réalité est aussi virtuelle. Il y avait des tonnes de philosophes qui ont écrit sur cette question depuis des décennies. Pierre Bourdieu, le sociologue, a dit qu'on regarde toujours la réalité à travers des lunettes, d'où les petits clins d'œil. Et on sait que cette articulation entre ce qui est réel et ce qui est virtuel, je dirais, nous fait travailler depuis longtemps. Chez nous, à la réunion des musées nationaux Grand Palais, on se pose aussi cette question. On se pose la question de manière très banale à travers nos expositions et nos productions d'œuvres d'art depuis toujours. C'est une question d'espace, c'est une question de temps. Comment on accueille le public dans un espace public, dans un espace privé, chez soi, quand on fait ça avant, pendant, après sa visite, des manières où on les programme ou des manières plus quand le public le veut. Donc ces questions-là nous font travailler et surtout, il nous faut avancer avec l'avancement de la technologie. Et c'est cet après-midi, en quelques minutes, je voulais donc partager avec vous quelques éléments de notre dernière expérience qui a eu lieu cet hiver au Grand Palais, où pendant quelques semaines, on a présenté une exposition qu'on l'appelait Site éternel, en coproduction avec le Louvre, que je souhaite saluer. Et on a essayé de montrer une expérience de visite pour nos visiteurs, enfin nous on les appelle des visiteurs, des 4 sites archéologiques appartenant à ce qu'on appelle le patrimoine mondial de l'humanité, qui sont en danger. Et tout récemment en danger, comme vous le savez, par des destructions terroristes. Et donc on s'est posé la question, comment, par quelle manière peut-on partager, sensibiliser, montrer, exposer ces sites et leurs trésors. Et ce que je voudrais montrer en quelques minutes, c'est à travers 3 types d'expériences de réalité virtuelle différentes, on a essayé de répondre à cette question. Donc la première réponse, ou la première expérience, le premier type de rencontre de public avec un espace virtuel, c'était cette salle, c'est une salle immersive de très grande taille, de 400 mètres carrés, où on a essayé de sensibiliser, de créer une sensation, d'impacter, de faire immerger le public dans un grand cube des réalités virtuelles, mais qu'on le vit ensemble. Je préparais une petite vidéo, hein, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette exposition.
cette salle immersive, on a utilisé des images qui relèvent des captations qui faites par des drones survoler les sites, en captation avec des caméras de très haute définition 4K, faites par un start-up française extraordinaire qui s'appelle Iconem, et qui est allé sur site, et parfois vraiment à travers les lignes des combats, a fait voler ces drones pour relever ces sites archéologiques. Une fois la numérisation des sites a eu lieu, pendant des heures et des heures de calculs, ils ont pu donc reconstruire en 3D les images que vous venez de voir et qui sont donc montées avec d'images d'archives et des captations de 3D de quelques œuvres témoins venant de ces sites faites par l'agence photo de l'ARMN. Et donc cet ensemble, projeté avec du son, ici on est à la maison de la radio, le son il est extrêmement important pour cette sensation donc d'immersion et d'impact, a donné lieu à cette première expérience d'immersion virtuelle partagée. Deuxième expérience dans cette même exposition, c'était la partie plus pédagogique. Comment on montre, comment on accompagne, comment on enseigne ce qu'on a voulu exprimer à travers la visite de ces sites. À travers une toute simple photo des ruines de Palmyre, on a pu créer, à travers ce qu'on appelle la réalité, la calcul et la réalité augmentée, une expérience qui montre la situation de l'Arche de Triomphe de ces sites avant sa destruction. Donc, grâce à la technologie et la réalité virtuelle, le public a pu voir de manière scientifique la reconstitution de cette arche aujourd'hui détruite. Petite vidéo simplement pour vous montrer comment ça a fonctionné. Donc cette expérience à travers donc des tablettes Tango qu'on a pu faire grâce au partenariat et mécénat de l'Institut culturel de Google et un autre start-up français remarquable qui s'appelle Guidigo et qui produit ces types donc d'interfaces. Le public a pu donc découvrir l'arche avant sa destruction. On n'a pas voulu le mettre dans la première salle parce que cette arche-là aujourd'hui n'existe plus, c'est une reconstitution. Et donc il est vraiment virtuel, mais cette virtualité nous sert à montrer, à apprendre comment il a été jusqu'à l'été dernier, au moment de sa destruction. Un troisième expérimentation, une troisième rencontre avec le public, avec le virtuel, s'est fait en ligne. Et là, pour créer un autre type donc, de rencontre, pour compléter, pour prolonger la visite, mais aussi pour initier, pour ceux qui ne pouvaient pas venir, ou aujourd'hui même, une fois cette exposition est terminée, tout le monde peut encore aller en ligne et découvrir sur un écosystème assez complète donc des sites, bien évidemment les sites de Grand Palais, mais aussi les sites du ministère de la Culture qui s'appellent Grands Sites Archéologiques, des différents types de contenus et surtout des visites virtuelles de ces sites ou à travers des casques, des cartboards ou même simplement à travers son player 360, on pourrait visiter ces sites de manière commentée et de faire une expérience, bien évidemment pas comme si on était vraiment là, mais une expérience qui semble nous donner une impression qui complète celle de l'exposition. Donc ça, ce sont les trois
types d'expériences qu'on a fait sur place. Et ce qui nous a permis aussi de recueillir ce que disait, ce qui était ce public qui est venu le visiter. Donc en 20 jours d'ouverture, c'était très court, mais dense. On a eu 60 000 visiteurs. C'était avec un chiffre à la hausse de ce qu'on appelle les primo-visiteurs. C'est des personnes qui viennent pour la première fois dans un musée ou dans une exposition. Donc 27% par rapport à 18% habituellement, avec une présence très significative des jeunes. 27% contre 6% habituellement au Grand Palais, avec presque des 100 000 visiteurs sur le site web et plus de 100 000 vidéos vues. Ces chiffres, on les a complétés avec des études, ce qu'on appelle les études Cali, avec donc des entretiens. Et bon, je ne vais pas vous lire, mais on a pu constater un véritable élargissement donc, des publics et l'intérêt aux outils qui se voient à la fois comme pédagogiques, mais aussi comme ludiques, à la fois comme une expérience personnelle, mais aussi collective. Et ce sont vraiment les mots de nos visiteurs qui ont confirmé nos intuitions par rapport à ce type d'exposition. On ne va pas arrêter là. La réalité virtuelle va continuer à évoluer. Nous aussi, les expérimentations avec le public devraient continuer pour accompagner ces différents changements. Cet automne, avec un rétrospective Gauguin, on aura la possibilité de les refaire sur un autre type de sujet, avec un autre type d'expérience, mais aussi en ligne et ouvert à tous avec les lancements proches de ce nouvel type des applications qui s'appellent Daydream, dans lesquelles on est en train donc, de produire une exposition purement virtuelle. Donc, si je dirais, l'avenir de la réalité virtuelle est bien réel. Merci.